Une nouvelle plateforme dédiée pour accueillir les investisseurs qui arrivent au Togo désormais disponible. Ceci dans le but de mobiliser davantage d'investisseurs en simplifiant les démarches à effectuer. Plus de 5 ans déjà que le chef de l'État soutient les ménages les plus vulnérables à travers les transferts monétaires du projet de filets sociaux et services de base. Et cet appui porte déjà ses fruits que vous verrez dans un instant. Entreprendre nécessite des engagements et pour ce faire, il faut élaborer un plan d'affaires. Vous suivrez dans ce journal l'importance d'un plan d'affaires. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver encore ce soir pour ce numéro du journal de l'économie. Le port autonome de Lomé fait partie des meilleurs ports à conteneurs du monde. En Afrique de l'Ouest, il occupe la première place en Afrique de l'Ouest, il occupe la première place et c'est grâce aux profondes réformes engagées par les plus hautes autorités du pays. Ce bon classement constitue pour le port autonome de Lomé un réel défi et des stratégies sont pensées pour maintenir le cap. Edem Sousoupo. C'est la 4e année consécutive que le port autonome de Lomé maintient le cap de sa performance. Leader indétrônable dans la sous-région ouest-africaine, le port autonome de Lomé, avec un trafic de 1,91 million de conteneurs d'équivalent 20 pieds, renforce donc sa position de hub logistique clé dans la sous-région. Le rapport sans conteneurs, port publié par le magazine maritime britannique, le classe 94e au niveau mondial. Un réel défi qui impose de facto de nouvelles stratégies. Vous relevez des défis, d'autres défis se présentent à vous et les autorités maritimes ont élaboré 2 grandes stratégies. La première stratégie, c'est de maintenir le système de fenêtres d'accostage fixe. Ça veut dire quoi? C'est un système où on permet un créneau horaire pour tous les navires qui arrivent à quai pour pouvoir opérer. Donc le système d'accostage fixe, par exemple, c'est un programme préétabli et attribué aux armateurs. Donc avant de venir dans les eaux, vous avez déjà vos heures pour lesquelles vous devez le faire. Donc ce système-là permet vraiment d'être efficace et d'être performant. La deuxième stratégie, c'est une stratégie managériale. Il faut maintenir le système managérial. Cette stratégie va permettre aux autorités de voir par rapport aux concurrents qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, l'économie maritime est vraiment un secteur clé pour le développement de notre pays. Et les autorités ambitionnent de faire de notre pays un hub logistique par excellence. Donc sur ces aspects-là, il faut d'abord une agressivité commerciale pour rester toujours compétitif. Le port de Lomé tend à être congestionné. Donc il faut décongestionner le port et fluidifier les opérations. C'est pourquoi les autorités ont mis en place la plateforme industrielle d'Atotikopé. Actuellement, les discussions sont en cours pour permettre le transfert des conteneurs du port autonome de Lomé à PIA. Donc ce transfert permet au pays de l'Interland de pouvoir faire leurs opérations dans un délai raisonnable. Seul port en eau profonde dans la sous-région, le port autonome de Lomé s'est engagé ces dernières années dans plusieurs réformes avec des services complètement dématérialisés. Il fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les investisseurs qui arrivent au Togo ont désormais une plateforme créée pour les accueillir depuis l'aéroport, une initiative du ministère de la Promotion de l'Investissement à travers son agence de promotion des investissements et de la zone franche APIZF qui veut, à travers cet outil, digitaliser et simplifier le processus de demande et de coordination pour l'accueil des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. Se veut l'un des pays les plus attractifs de la sous-région. Le gouvernement met les moyens, ce qui attire chaque année de nombreux hommes d'affaires.
prêts à investir dans divers domaines. Pour leur réserver un accueil chaleureux, le ministère de la Promotion de l'Investissement lance la plateforme de gestion de l'accueil des investisseurs à l'aéroport. Un site sur lequel seront renseignées les informations de tout potentiel investisseur au Togo, afin qu'il soit mieux pris en charge dès son arrivée. Chaque année, le ministère accueille un certain nombre de délégations et d'investisseurs qui nous viennent de partout, des quatre coins du monde entier. Et ces personnalités-là font l'objet d'un dispositif d'accueil qui a été mis en place. Donc l'objectif de la plateforme, c'est de pouvoir recueillir ces informations-là. Donc ça permet de faciliter la coordination du dispositif d'accueil que nous avons mis en place. Et ça permet également de pouvoir faire un suivi des personnes que nous avons accueillies qui sont venues dans un objectif d'affaires au Togo. La plateforme est donc présentée aux différents acteurs impliqués dans l'accompagnement de ces partenaires d'affaires. Ce pour assurer une meilleure coordination du travail. Qui peut se connecter à cette plateforme? Ça va être essentiellement les différents acteurs du public et bien sûr du privé, c'est-à-dire nos partenaires, l'association des grandes entreprises, l'association des entreprises de zone franche, ainsi que le côté public, ça va être les ministères, etc. vont pouvoir d'abord nous solliciter, nous demander par exemple que pour tel ou tel projet, ils accueillent telle ou telle personnalité. Et donc nous derrière, on va leur offrir l'accès à cette plateforme qui permet de saisir un peu toutes les informations des délégations qu'ils vont accueillir. La plateforme de gestion de l'accueil des investisseurs à l'aéroport est une innovation dans le milieu de l'investissement. Elle est dans sa phase pilote qui va durer 3 mois. Depuis 2017, le gouvernement et ses partenaires ciblent les populations des zones les plus pauvres et pour cause. Elles bénéficient de financements pour se nourrir, mais aussi pour développer des activités génératrices de revenus. Le financement initial a couvert 989 villages et le financement additionnel 1094 et 45 quartiers du Grand Lomé. Ces cibles s'en réjouissent et sont aujourd'hui économiquement indépendants. Cela leur permet de sortir de la précarité. Edem Sousoukwa a rencontré certains bénéficiaires à Lomé. En quoi ce projet de transfert monétaire leur est utile? Les réponses dans ce sujet. C'est un peu le quotidien de Maman Rose. Cette octogénaire vit à Goya-Tchanvé, l'un des 45 quartiers retenus à Lomé par le gouvernement et ses partenaires pour le compte du projet de filets sociaux et services de base FSB. Veuve Rose, depuis bientôt 5 ans, vend un peu de tout pour subvenir à ses besoins et n'être à la charge de personne. Près de 200 000 francs CFA lui ont été octroyés pour ce faire. J'avais pris 45 000 2 fois. Après j'ai pris 100 000. Je vendais sous la patane ici. Comme Anadef est venu, donc nous donner l'argent un peu là. Et puis j'ai pris ça, comme c'est un peu grand, j'ai pris ça, acheter les choses. J'ai fait ça dans la boutique ici. On a arrangé et puis j'ai mis ça ici. Il nous a donné Fata. Ça nous aide au moins à voir les petits-enfants comme nous souffrons avant. Maintenant, on est bien avec ça. Je veux dire merci. Merci, Didoudou, merci. C'est un grand soulagement pour elle, tout comme pour Yomba Barandao, fille aînée de Dame Rose. Elle est bénéficiaire du projet de transfert monétaire et d'inclusion économique des ménages. Côte à côte, elles tiennent leurs activités. Ce projet permet donc aux bénéficiaires d'être financièrement autonomes. Moi, je suis coiffeuse. Mais dans la coiffure, là, j'ai duré dans la coiffure. J'ai duré, ça peut faire 11 ans, 12 ans. Dernier moment, là, il n'y a plus du travail. Puis j'ai changé pour faire au moins de vendre les piwata, les jus et puis les parfums aussi, pour pouvoir s'en sortir. Grâce à Dieu, là, Anadep nous a sauvés. Il faut un temps, on nous a appelé de venir écrire nos noms. On a écrit. Après, nous, on pensait que c'est de la blague. Mais après, ils sont venus encore que notre nom est sorti.
que Gava, ils ont le marché. Donc, on a le problème de machine, donc ils ont le machine. Ils plaisent 5 000. Donc, on a porté nous sommes sans robe, à Pouto, à Fokpa, lundi, nous sommes sans ami. Comme lundi, nous adorons, lundi, nous sommes dans sa tour en commun. Ce projet du chef de l'État, Faure Sozimnania Singbe, respecte une méthodologie bien huilée. Que ce soit pour les transferts monétaires que pour les subventions, parce que si je prends d'abord le cas des transferts monétaires, nous disons qu'effectivement c'est pour la consommation. Consommation en termes d'alimentation, consommation en termes des besoins de santé, consommation en termes d'éducation scolaire. Mais comme le projet a une durée donnée, nous encourageons les gens, nous les exhortons à épargner, ne serait-ce que de petites épargnes, pour pouvoir monter une activité génératrice de revenus, pour qu'à la fin du projet, cette activité génératrice de revenus puisse générer de la monnaie. Et effectivement, ça ne va pas rendre les gens riches, mais ils auront quand même de la monnaie pour faire face aux différents chocs. Donc, venant à la question de subvention, là, les 100 000 francs, là, ce n'est pas destiné à la consommation. Donc, c'est rien que pour des activités génératrices de revenus. Et là, c'est des AGR bien structurés. Il y a 3 sources de financement. Sur financement Banque mondiale, ça fait un total de 28 milliards de francs CFA. Financement additionnel comme financement initial. Sur l'Agence française de développement, ça fait un total de 6 milliards. Et l'État aussi contribue à raison de 750 millions par an. Donc, sur une durée de 7 ans, ça fait près de 5 milliards de francs, soit globalement quelque chose qui avoisine 40 milliards de francs CFA. Le projet cible les populations des zones les plus pauvres du Togo. Son financement initial a couvert 989 villages et le financement additionnel prend en compte 94 villages et les 45 quartiers du Grand Lomé. Ce financement permet à certains d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Et pour entreprendre, il faudra élaborer d'abord un guide de l'entrepreneur qu'est le plan d'affaires ou encore business plan. Qu'est-ce donc un plan d'affaires et quelle est son importance dans la réussite d'une entreprise? Les réponses dans ce sujet de Marie-Thérèse Nabédi. Tout comme un tableau de bord d'un véhicule, le plan d'affaires est le guide de tout entrepreneur. Pour mettre sur pied une entreprise, l'entrepreneur doit absolument élaborer au préalable son business plan. Selon les conseillers fiscaux, l'élaboration d'un plan d'affaires du point de vue théorique se fait en 3 étapes. L'étude technique, financière et commerciale, autrement dit, l'étude du marché. L'étude technique, généralement, ça va regrouper d'abord une partie concernant la personnalité même de l'entrepreneur qu'il faut décrire d'une manière ou autre de son entreprise également. Et également le processus de ce qu'il veut faire, l'étude de marketing. Là, il faut voir maintenant s'il a l'opportunité de pouvoir écouler sa production. Maintenant, il faut budgétiser le coût de tout le processus. Dans le processus d'élaboration d'un business plan, l'entrepreneur doit respecter certains principes, notamment ne pas confondre les biens personnels aux biens de l'entreprise, aller à l'information pour gérer au mieux son entreprise. Il faut qu'il arrive à avoir un coach qui doit les accompagner. Il doit les accompagner pour développer en eux les caractéristiques, les qualités de l'entrepreneur. L'entreprise qu'on crée, c'est carrément une autre personne. Ses biens doivent être à part. Les biens du promoteur aussi doivent être à part. Mais on confond tout. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, dit-on. Une personne qui voudrait se lancer dans l'aventure a besoin d'accompagnement. Le chef de l'État, Faure Sozimnania Singbe, a ainsi mis en place des mécanismes d'accompagnement à l'endroit des jeunes entrepreneurs, notamment l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF, le Fonds national de la finance inclusive FNFI,
le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, pour ne citer que ces structures. Entreprendre nécessite un contrat à signer, un nouveau client à conquérir. Il va falloir donc déployer une stratégie de négociation efficace afin d'atteindre les objectifs, d'où l'importance de maîtriser l'art de négociation gagnant-gagnant. De quoi est-il question? Carmen Madié Akapo nous donne les précisions. Un contrat à signer, un salaire à négocier, un nouveau client à conquérir. Pour parvenir à atteindre l'objectif, il est nécessaire de déployer une stratégie de négociation efficace et d'adopter la bonne attitude. La technique de négociation gagnant-gagnant est sans aucun doute la plus judicieuse. Elle apporte non seulement satisfaction aux deux parties, mais permet également de pérenniser la relation. La négociation commerciale, c'est un processus pratique qui permet à deux négociateurs, à deux personnes de pouvoir s'entendre sur des intérêts communs. Nous allons plus parler de la négociation commerciale gagnant-gagnant. Cela veut dire que nous allons privilégier la communication ouverte. Cela veut dire que nous allons privilégier la collaboration en fait. L'art de négocier n'est pas donné à tout le monde. Il faut de bonnes stratégies. Pour une bonne négociation commerciale, il faut d'abord la posture. C'est vrai qu'il y a des outils, nous avons des outils, mais la posture du négociateur d'abord est déterminante. Quelqu'un qui n'est pas ouverte à la discussion, quelqu'un qui ne sait pas par exemple gérer le temps, quelqu'un qui n'est pas empathique, quelqu'un qui n'a pas la capacité d'écoute active ne peut pas forcément permettre une bonne négociation et gagnant-gagnant. Les outils par exemple, la matrice REC, c'est-à-dire quoi? La résistance, l'engagement et la conclusion. Alors, c'est un outil qui permet à l'individu de pouvoir utiliser des aptitudes, l'agilité, et par exemple ne pas rester braqué sur ses positions et pouvoir être flexible. Toujours concession, contrepartie, pas seulement de céder, pas seulement d'être rigide, parce que nous avons par exemple un mode de négociation qu'on appelle l'évitement compétitif. L'évitement, par exemple, c'est quelqu'un qui cède rapidement, qui évite carrément les problèmes. Il y a quelqu'un, par exemple, qu'on peut appeler compétitif. Lui, il est là seulement, ça dit que c'est le pouvoir. Mais ici, c'est le collaboratif qui nous intéresse. Donc, comment faire pour pouvoir avoir gain de cause? Négocier gagnant-gagnant, c'est un choix avant tout rationnel pour satisfaire efficacement ses intérêts dans la durée sans léser la partie adverse et pour créer de la valeur sans détériorer la relation entre les négociateurs. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, a un nouveau président qui prend officiellement les rênes depuis ce 20 août 2024. Il s'agit de José Kwasi Simenou, multi-entrepreneur. Le nouveau président nourrit de grandes ambitions pour bâtir l'économie togolaise pour les 4 prochaines années. Carmen Madié Akapo. Un entrepreneur à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, José Kwasi Simenou. Cette élection pour un mandat de 4 ans marque un tournant important pour cette institution clé de l'économie togolaise. Les ambitions du nouveau président sont claires. Ma vision se décline en 7 points. D'abord, c'est le leadership et la diplomatie. Ça veut dire qu'il faut que nous renforcions la position de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo dans le cadre des opérations, des négociations économiques et diplomatiques qui se feront. Il faudrait en deuxième lieu que nous puissions faire de la formation continue pour les employeurs et même les employés, de manière à coacher les petites entreprises à devenir grandes, les start-up. Il faudrait qu'il y ait une formation. Il faudrait que nous puissions inciter et soutenir la production locale, parce que nous avons des choses à faire chez nous. Au lieu que nous puissions importer des marchandises, il faut réduire la dépendance des importations et essayer d'éviter la concurrence déloyale. Un autre aspect, il faut promouvoir l'hôtellerie et le tourisme, parce qu'en son temps, il y avait
n'est-ce pas, des touristes qui arrivaient ici. Il y avait le Baleaire suisse, hein, si j'ai bonne mémoire, qui venait à l'hôtel Tropicana. Nous n'avons plus ça. Il y a des sites touristiques qui sont là, qu'il faudrait valoriser. Et la Chambre de commerce pourra accompagner les gouvernants pour arriver à cela. Lorsque les investisseurs arrivent, il y a non seulement de la richesse pour le pays, mais encore, ce sera, n'est-ce pas, une façon, ils saisiront l'opportunité de leur tourisme pour pouvoir revenir investir dans le pays. Il y a également le problème de l'environnement. Il faut qu'on instaure des pratiques durables dans l'environnement, dans le système, dans l'écosystème actuel. Il faudrait qu'on puisse instaurer la responsabilité sociétale des entreprises qui pourront, n'est-ce pas, aider également les communautés à aller de l'avant, à sortir de la pauvreté. L'élection de José Kwasi Simenou met fin à la mission de la délégation spéciale consulaire dirigée par Nathalie Bito pendant 3 ans. C'est sans doute une nouvelle ère de leadership pour le secteur privé togolais. Les affaires ne peuvent pas marcher sans la paix et la sécurité. Nous avons quelque chose de sérieux et quelque chose qui vaut un pesant d'or, c'est la sécurité que nous avons dans notre pays. Le climat de la sécurité est garanti, eh bien les affaires marchent. Alors s'agissant du climat des affaires, je vais créer, à part les commissions techniques permanentes qui sont prévues par les tests, nous avons créé une commission technique qui sera présidée par quelqu'un, une commission qu'on appelle climat des affaires. Il faudrait que cette commission puisse avoir le baromètre des activités que chaque entreprise a, de manière à ce qu'on puisse rapidement améliorer les points perfectibles et pouvoir arriver à quelque chose qui puisse profiter à toute la population, aussi bien rurale, économique. Avec son élection à la tête de la CCI Togo, José Kwasi Simenou apporte une vision ambitieuse et des projets structurants qui, s'ils sont réalisés, pourraient transformer significativement le paysage économique du Togo au cours des 4 prochaines années. Suivons à présent ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 31 août 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1760 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 2630 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de décembre pour le cacao et novembre 2024 pour le café. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. La 3e édition de la foire Mon Beau Village, c'était la semaine dernière, avec plusieurs exposants en situation de handicap, des femmes et hommes pétris de talent et pleins d'espoir pour qui le handicap n'est pas une fatalité, mais plutôt une force. Abidé Nyassimbe les a rencontrés. Suivons cela. Dans ce beau village, l'on pouvait rencontrer plusieurs habitants au savoir-faire éprouvé. C'est le cas d'Abbas, ce jeune Togolais du centre venu exposer son art, une première participation, une opportunité d'affaires pour cet entrepreneur. Je viens de Soutoubois. J'ai comme produit les babouches. Il y a les chapeaux terroir. Il y a aussi les tapettes communément appelées bata ou bien des nu-pieds. C'est moi-même qui fabrique ces chaussures. C'est des chaussures faites à base des peaux, des cuirs et puis de bonnes semelles. Dans cette cour, Abbas devra partager pour les jours à venir son quotidien avec sa colocatrice, Anité. Je suis venue exposer les pains traditionnels, c'est de vraie qualité. Aussi, j'ai du savon liquide pour la vaisselle, le nettoyage des sols et autres. Il y a aussi du savon pour la lessive, j'ai aussi du savon de douche. Il y a du curcuma, ça enlève les taches noires et aussi les dattes. J'ai aussi du savon fait à base du concombre et de beurre de karité. Aussi, il y a autre savon fait à base du noyau d'avocat et de l'huile de palme. Ça rend lisse la peau et fait naturel. Ça n'éclaircit pas, tout est naturel. Juste à quelques mètres, Ismaïl, un artiste togolais converti. Sur son étalage,
on pouvait trouver des produits capillaires. À la base, je suis artiste, je vais faire le dreads. Et quand j'ai décidé de le faire, en même temps, je pensais, comment est-ce que ça va se passer du moment où la calvitie va commencer par se développer. Et donc, du coup, j'ai découvert ce produit. Et quand ça a réussi à faire pousser les cheveux, ça m'a donné, disons, de l'amour pour les produits cosmétiques. C'est comme ça c'est venu. Il y a balsam, shampoing, et tous ces produits, c'est des éléments naturels. Le connais-tu ce beau village? Eh bien, il se mire sur le site Togo 2000, au pavillon à goût, tel un nid d'oiseau. Il est prêt à accueillir ses convives. Vous avez l'habitude de consommer des glaces venues d'ailleurs, et bien plus de soucis à se faire. Sofiat vous propose une gamme diversifiée de glaces locales à base du néré, du betterave et du cacao 100% togolais. Savourez donc les glaces made in Togo de Sofiat à travers ce sujet de Edwige Atakwa Bassabi présenté par Clarisse Aticlé. Des glaces essentiellement à base du néré et de la betterave. Ces produits 100% togolais émanent de l'ingéniosité de Sofiat. Elle s'est lancée dans cette activité il y a de cela 3 ans. Et au fil des années, la productrice ne manque pas de créativité pour rendre ses glaces locales plus spéciales sur le marché. Pour ceux qui ont consommé nos produits, la première remarque qu'on reçoit, c'est « Ah, c'est pas très sucré, c'est bon, on peut donner aux enfants autant qu'on peut. » Nous choisissons nos produits parce que nous sommes d'abord les premiers consommateurs de nos produits. Quand nous faisons les glaces chocolat, par exemple, nous ne prenons pas la pâte chocolat que les Blancs nous ramènent. Nous achetons du cacao local que nous mettons dans nos bases. Nous faisons les glaces à la betterave pour échapper aux colorants. On a d'autres saveurs comme la menthe et le basilic. On a essayé d'approcher les institutions financières, mais tout comme les personnes qui consomment, eux aussi, je pense qu'ils ne nous font pas assez confiance. Donc, c'est difficile, on n'a pas de financement. C'est pour ça que les choses sont un peu encore au ralenti. Les glaces de Sofiat attirent aujourd'hui beaucoup de consommateurs. Jacques fait partie de ses fidèles clients. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux chaque jour à les savourer. Je trouve ça très bon et j'ai l'habitude aussi de l'acheter. Et ce n'est pas ma première fois aussi. L'ambition de Sofiat en se lançant dans la fabrication des glaces locales est d'amener les Togolais à consommer des produits made in Togo. Les objectifs à court terme, c'est de pouvoir atteindre quand même un maximum de personnes. Maintenant, à long terme, on souhaiterait avoir bien un financement pour ouvrir notre petite usine et pouvoir faire l'honneur de notre pays. Dans 5 ans, je me dis, pourquoi pas concurrencer les Magnum et tout le reste? Parce qu'aujourd'hui, quand même, sur le local, bon, je ne le confirme pas, mais par rapport à ce que je vois un peu en postant nos vidéos sur les réseaux sociaux, je me dis, localement, nous faisons quand même partie des premières personnes à le faire. Et donc, du coup, je me dis, pourquoi pas aller sur la concurrence avec l'international. Les glaces, il en existe de toutes les couleurs et de tous les goûts. La productrice rêve d'agrandir son entreprise pour mieux faire valoir les ressources du pays en matière de consommation locale. Suivons à présent l'actualité économique et c'est avec Carmen Madié Akapo. L'élection de José Kwasi Simenou à la tête de la CCI Togo a principalement fait la une des journaux économiques cette semaine. Sur la question, l'économiste du Togo titre « Chambre de commerce et d'industrie du Togo, les priorités de José Kwasi Simenou ». Le quotidien affirme qu'avec 43 voix contre 31 pour son adversaire, Simenou a su s'imposer comme le choix privilégié pour conduire l'institution au cours des 4 prochaines années. L'économiste du Togo précise donc que José Kwasi Simenou n'est pas un inconnu du monde des affaires togolais.
Ecofinance, pour sa part, a plutôt consacré l'une de ses colonnes à la performance du port autonome de Lomé. On peut donc lire à la page 4 du numéro de ce mardi, classement Lloyd List 2024, le port autonome de Lomé maintient sa place. Le journal soutient que le port autonome de Lomé a connu une évolution remarquable dans le classement mondial des ports, passant de la 94e à la 93e place. Selon le quotidien, avec cette avancée significative dans le classement mondial des ports, le Togo se positionne comme un acteur majeur du commerce international en Afrique subsaharienne. Union pour la patrie est revenue sur le sujet dans sa manchette en titrant « Classement 2024 des 100 premiers ports mondiaux ». Le port autonome de Lomé garde la main en Afrique de l'Ouest. Le journal poursuit par les détails que le port de Lomé occupe pour la 4e fois consécutive le premier rang des ports à conteneurs en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne, avec un trafic de près de 1 091 000 équivalents vapiers en 2023. Selon le journal, le port autonome de Lomé fait garder le sourire aux autorités togolaises. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.